Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des analyses du cinématographeur. Même si vous n'aimez pas ce film, cet épisode est quand même fait pour vous. Je ne vous demande absolument pas de changer d'avis. Mais qui sait? De toute façon, le film n'est qu'un gigantesque symbole. Et oui, elles étaient jaunes. Elles voient le monde de biais, mais inversé, c'est absolument terrible. Il y a de l'effort, c'est le sens de ce plan. Une doctrine ésotérique millénaire, c'est pas la question. Et on aura le même mouvement de caméra, il vient vous chercher chez vous, générique. Des os qui se brisent. Et c'est ça qui est fascinant. Shyamalan nous jette dans le bain, c'est le symbole de cette porte. La Vierge, c'est complètement autre chose, en haut d'un escalier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cet épisode fait donc directement suite à notre épisode précédent sur Incassable. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous ai mis le lien, c'est le petit i qui s'affiche en haut à droite. Split, qui date de 2017, est bel et bien une sorte de suite à Incassable, sorti 17 ans plus tôt. C'est loin d'être un film majeur, je le concède. Il a été très bien reçu par le public pourtant, mais il a été assez décrié par la critique, surtout pour son rapport avec Incassable, que les gens trouvaient arriver comme un cheveu sur la soupe à la fin du film, et moi le premier. Et pourtant, quand on regarde bien, en fait le rapport est évident, même sans prendre en compte Glass, le dernier volet de la trilogie Israel 177, et justement on va voir pourquoi. Sous ces airs de films à petit budget produits par le studio Blumhouse, c'est ceux qui font les Paranormal Activity, les Purge et tout ça, Split reste un film très intéressant, notamment pour son côté hyper Hitchcockien. Oui, toujours Hitchcock, mais en même temps c'est difficile de passer outre quand on est cinéaste, il a juste inventé le cinéma moderne. Mais surtout Split, c'est vraiment le sursaut de vie d'un cinéaste qui avait atteint des sommets absolus il y a 20 ans avec Sixième Sens, Incassable et Signe, tout le monde ne parlait que de lui à l'époque, et qui a touché le fond du fond du fond 10 ans après avec After Earth et Le Dernier Maître de l'Air. Et rien que pour ça, ça me redonne foi dans le cinéma. Qui sait, peut-être qu'un jour, Tim Burton, David Cronenberg et Christopher Nolan referont de bons films, je ne désespère pas, je ne désespère plus maintenant, grâce à Shyamalan. En fait, en passant d'un budget de 150 millions de dollars pour Le Dernier Maître de l'Air à un budget 17 fois inférieur pour Split, qui a à peine coûté 9 millions à faire, ben on a un film qui est au moins 17 fois mieux. Bon, en soi, c'était pas compliqué, je vous l'accorde. Mais bon, il y a de l'effort. Et puis, je trouve que ce film est atrocement noir, sans aucune lueur d'espoir. C'est hyper culotté à notre époque de faire ça. Il y a une vraie réflexion sur notre société, ça parle que de choses qui nous rongent de l'intérieur, de refoulés de cette société qui a en fait permis que ça arrive. Le film sort d'ailleurs exactement le 20 janvier 2017, le même jour que l'intronisation de Trump à la Maison Blanche. C'est juste une magnifique coïncidence. Ça me fait beaucoup penser au cinéma extrêmement politique et pessimiste des années 70 en fait, après l'assassinat Kennedy et le scandale du Watergate. Mais ça sera pour un prochain épisode, on en rediscutera. Allez, assez de papotage, on se fait un petit récap avant de plonger dans l'analyse et essayer de réhabiliter un peu ce film. Comme d'habitude, on spoil tout, c'est parti! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Claire. Elle a invité ses amis, dont sa meilleure amie, Marcia, et même Casey, la meuf chelou et solitaire du cours d'art plastique. Manque de peau, en ramenant Casey chez elle, les trois filles se font enlever et séquestrer dans une cave par Dennis, l'une des 23 personnalités de Kevin Wendell Crumb, un garçon qui a été abusé plus jeune par sa mère, ce qui a entraîné à chaque grand choc psychologique qu'elle lui infligeait, l'apparition d'une nouvelle personnalité dont l'ensemble forme la Horde, dont le but est de protéger Kevin des sévices psychiques et corporels de sa mère et de la vie en général. Cependant, Kevin a des personnalités dites indésirables. Dennis, donc celui qui a enlevé les filles, et Patricia, qui ont tous deux convaincu la personnalité naïve, Hedwig, un enfant de 9 ans, de les aider à faire surgir une nouvelle personnalité nommée la Bête. Ce trio a kidnappé les jeunes filles afin qu'elles servent de nourriture sacrée à l'avènement de la Bête. Le Dr Fletcher, qui traite Kevin, est malheureusement incapable de l'aider car la communauté scientifique réfute ses théories sur le dédoublement de personnalité, le DID. Et elle se fait tuer par la Bête, ainsi que Claire et Marcia. Alors que la Bête cherche à tuer également Casey, elle se rend compte en voyant ses cicatrices que la jeune fille a subi les mêmes sévices que Kevin, violée et torturée par son oncle, qui, à la mort de son père, est devenu son gardien légal. La Bête s'enfuit, désormais devenue la personnalité principale de Kevin, laissant Casey rentrer chez elle à la merci de son oncle, laissant la fin totalement ouverte. Générique. Ah, en fait non, il y a une post-credit scene un peu comme chez Marvel, et on y voit David Dunn, le héros d'Incassable, assis dans un diner, qui parle de Mr. Glass, la némésis du même Incassable.
La première fois que j'ai vu ce film, j'ai été très déstabilisé, et surtout par cette dernière scène. Je savais pas s'il fallait être en colère parce que ça ressemblait à un gimmick qu'on nous fourre chez Marvel à la fin de chaque film depuis 13 ans, comme le marteau de Thor ou Nick Fury qui apparaissent 3 secondes juste pour teaser le prochain film, un truc purement marketing en fait, ou si c'était un coup de génie parce que finalement ça tombait sous le sens. En fait, en revoyant le film, je m'en suis beaucoup voulu de pas avoir compris que c'était bien un coup de génie, que c'est non seulement le même univers qu'Incassable, mais surtout exactement le même film. Et je vais vous expliquer pourquoi. Split fait partie de ces films qui sont en apparence très simples, mais qui s'effeuillent et dont on découvre de nouvelles strates à chaque visionnage, justement comme un film de Hitchcock. En fait, le film n'a d'intérêt et ne prend son sens que comme le pendant d'Incassable, et surtout comme un prélude à glace, comme une sorte d'entre-deux que métaphorise le film. Sinon, il serait juste vaguement sympathique et on n'en parlerait pas ici en fait. Et donc, quand on fait un peu attention, c'est d'une évidence telle que ce film est construit en miroir d'Incassable que je m'en veux de pas l'avoir vu la première fois. Outre le côté comic book des deux films, avec également la représentation figurative de cases par des cadres dans le cadre tout au long de Split, comme dans une bande dessinée, le film nous raconte l'émergence d'un super vilain, comme une divinité à qui on offre un sacrifice rituel en la personne de ces 3 jeunes filles. De la même façon qu'Incassable, en fait, racontait l'émergence d'un super-héros, l'inverse. Et les deux films le font par une révélation à soi. Si Incassable était la révélation du bien à lui-même, Split est la révélation du mal à lui-même. Incassable et Split parlent du dépassement de soi, de l'avènement du surhomme, et invitent à croire que ces phénomènes, qui pourraient paraître fantastiques, existent vraiment dans notre monde. C'est d'ailleurs dit par le Dr Fleischer dans le film. Is this the ultimate doorway to all things we call unknown? Is this where our sense of the supernatural comes from? You speak of them like they're supernaturally gifted, like they have powers or something. Et c'est à ce moment-là qu'on devrait se rendre compte en fait que ces deux films parlent de la même chose, de ces pouvoirs à la limite du possible, comme le disait Elijah dans Incassable, et qui est repris ici dans Split. How this beast can crawl on walls like the best rock climbers, using the slightest friction and imperfections to hold his body close to seemingly sheer surfaces. Toute la thématique du film ne prend son sens en fait que lorsqu'on connaît ce twist final. On a donc d'un côté David qui représente le bien, et Kevin la bête qui représente le mal, encore ces deux extrémités du spectre dont on parlait sans cesse dans Incassable, qui devient, avec l'avènement de la bête, en fait un véritable triangle, avec Elijah en haut, qui se concrétisera dans Glass. David est incassable, Elijah est brisé physiquement, et Kevin, lui, est brisé mentalement. Une psyché se brisant en une nouvelle personnalité à chaque choc, comme les os d'Elijah se brisaient dans Incassable. Et si Elijah était l'antagoniste du premier film, Casey devient en fait l'antagoniste de la Horde dans Split. Car si on voyait Incassable du côté du bien, avec un antagoniste négatif, l'antagoniste de Split, lui, est positif. Et Elijah autant que Casey ont tous les deux le rôle de catalyseur et révélateur. Et leur genèse à tous les deux, dans les deux films, sont racontées par de multiples flashbacks. Outre le fait que les deux films terminent sur les mêmes mots. They called me Mr. Glass. Mr. Glass. Et que les deux affiches présentent la même thématique du verre brisé, on retrouve également dans les deux personnages principaux les allitérations communes aux super-héros qu'on avait relevées en parlant d'Incassable. Rappelez-vous, David Dunn mis en parallèle avec Clark Kent, Stephen Strange, Matt Murdock, Peter Parker, Bruce Banner et tous les autres. Et dans Split, c'est pareil. On a Casey Cook et Kevin Crumb, dont les initiales Casey, Kevin Crumb, sont l'inverse de celle de Clark Kent, CK, soulignant son côté inverse absolu de Superman, qui incarne le bien à l'état pur en fait. Mais d'ailleurs, Kevin était présent dans Incassable, rappelez-vous, c'est le petit garçon qui est abusé par sa mère en rouge dans le flash de David au stade. Le personnage de Kevin devait être incorporé de façon plus profonde dans le script d'Incassable à l'époque, mais pour gagner en efficacité, Shyamalan l'a enlevé en ne laissant que ce flash de David dans le film. Mais la bête aussi était déjà présente dans Incassable. There's the soldier villain who fights the hero with his hands. Sur la couverture du premier comic book d'Elijah. Et on y retrouve bien nos deux personnages, associés à leur couleur, David en vert et en jaune la bête de Split. En effet, outre le fait que ça soit très clair sur la fiche de Glass, où la bête est bien associée au jaune, dans Split déjà, on a le mouchoir jaune, la veste jaune, les lumières des sous-sols qui sont de plus en plus jaunes au fur et à mesure du film, le pendant des monochromes bleus d'Incassable, mais aussi les fleurs jaunes dans la salle de bain des filles, les fleurs jaunes qu'il pose sur le quai du train pour rendre hommage à son père,
Avant de se transformer en bête, Kevin franchit littéralement une ligne jaune. Kevin est donc bien cette bête jaune que combat David sur la couverture du comic. Mais ce code couleur va beaucoup plus loin. En connaissant Incassable, il devient évident en fait que le père de Kevin n'est juste pas parti dans un train pour l'abandonner. Il est bel et bien mort dans ce train. Les fleurs sont un symbole de deuil. Shyamalan nous dit tout. Et rappelez-vous de la couleur des fleurs lors du mémorial à l'église pour les victimes du déraillement du train East Rail 177 dans Incassable. Et oui, elles étaient jaunes. Donc, des Split, en fait, on peut déduire le twist final de Glass, que le père de Kevin est mort dans l'accident qu'a orchestré Elijah, qui devient donc à la fois le créateur du super-héros et du super-vilain. Et cela, dans le même moment. Au niveau de l'écriture, je trouve ça d'une très très grande poésie. Tout se répond et se fait écho, presque comme des rimes. Et en fait, cette idée d'écho entre les films va se retrouver tout du long. Incassable ouvrait ainsi sur la naissance d'Elijah, le jour de sa naissance, son birthday, alors que Split ouvre sur un autre birthday, l'anniversaire de Claire. Un événement social où Casey est vue désespérément seule dès le premier plan. Elle n'est pas à sa place, elle est décadrée, le reste du monde lui apparaît flou. Elle est isolée des autres par des plantes et elle regarde la caméra qui opère à ce moment-là un transtrave, un travelling compensé vers une focale courte, qui ouvre le champ derrière elle, l'isolant de plus en plus dans le champ, au milieu du reste du monde. On avait vu dans Incassable que les premiers plans de nos deux personnages principaux, David et Elijah, les montraient eux aussi perdus et seuls. Elijah qui naissait entre deux miroirs, et David qui était isolé derrière un siège qui prenait tout l'espace de son plan. Et de la même façon, Shyamalan travaille l'espace pour décorréler son personnage de la réalité dans laquelle elle vit, expliciter par la mise en scène, avant même qu'elle ait parlé, ses tourments internes. Dans les plans suivants, elle est isolée des autres, seule à être floue ou seule à être nette dans le fond du plan, soit carrément coupée en deux. Elle passe sa vie dans l'ombre, dans la peur des autres, qui prennent le pas sur elle dans le plan comme des prédateurs. Et Shyamalan va reprendre le plan séquence qui passait d'un côté et de l'autre du fauteuil de train qui présentait David et le réutiliser sur Casey dans la voiture. Et comme Elijah était pris entre deux reflets à sa naissance, la première apparition de la Horde est vue aussi entre deux reflets. Celui dans la carrosserie de la voiture, on voit d'ailleurs 4 personnes avancées, une devant et 3 derrière, comme la bête sera devant, poussée dans la lumière par Dennis, Patricia et Hedwig. Et dans le reflet du rétroviseur, où Casey se rend compte qu'il y a un souci. Un plan qui fait d'ailleurs immédiatement suite à un regard caméra, comme le faisait également David. On pourrait passer beaucoup de temps sur les parallèles entre les deux films, mais vous avez compris le principe. Dans les grandes lignes, on a la bête qui tue le Dr Fletcher dans une étreinte par derrière, comme David tuait l'homme en orange, un personnage qui est vu dans le reflet d'un cadre, ou encore Dennis qui porte le Dr Fletcher sur le canapé au moment où il s'accomplit, au moment où la bête vient au monde. Un écho de David qui portait sa femme à l'étage au moment où il acceptait sa destinée. Des personnages qui ouvrent la porte d'une pièce sombre, une transformation en super-héros en écartant les bras dos à la caméra, des barres en métal qui montrent un effort surhumain, 2 galeries d'art, 3 personnages féminins retenus prisonniers, 2 plus 1, des os qui se brisent, des coupures de journaux, des numéros complètement random. A family of lions can eat 35 pounds a day. Buck can lose 30% of its weight during mating season. Tigers have only 30 teeth. That's 12 less than a dog. Mais carrément des lignes de dialogue. He believes we are extraordinary. But we don't represent a mistake. I'm not a mistake. Mais aussi cette scène. Listen to what your mother... Is it loaded? Joseph, did you load that gun? I'm your uncle. No, I am your father. I'm about to get very angry. You are about to be in big trouble. Put that gun down. Put that goddamn gun down right now. Et enfin la musique même d'Incassable, qui arrive dans le plan final, pendant la discussion entre Patricia, Dennis et Hedwig, qui ne sont plus que des reflets dans un miroir, car ils sont devenus la bête. Cette idée est magnifique, on est passé de l'autre côté du miroir. Cette musique dans Incassable accompagnait la révélation à lui-même de David, au moment où il accepte ses pouvoirs et il va dans la gare pour les mettre en application. Et cette même musique peut alors résonner au moment où la Horde a fait le même trajet spirituel que David, quand elle a transcendé son être et réalisé son potentiel avec l'avènement de la bête. Ce sens du surnaturel dont parle le Dr Fletcher, qui est propre à la vision à l'envers des enfants qu'on avait vu dans Incassable,
est commun aux deux personnages principaux de Split, qui ont tous les deux vu leur enfance dérobée. Ils ont donc cristallisé cette vision autrement du monde, cette fenêtre sur la spiritualité et le fantastique, et le monde autour d'eux les ostracise, alors que c'est finalement eux, à nouveau d'un côté et de l'autre d'une même ligne, qui voient la vérité du monde. Et comme dans Incassable, où la vérité du monde était vue à l'envers, surtout par les enfants, Casey, bloquée dans cet entre-deux, incapable de grandir et de s'accomplir au vu des sévices qu'elle a subis, et qu'elle subit toujours d'ailleurs, voit également le monde différemment. Casey est dans un entre-deux, elle voit le monde de biais. Un entre-deux qui est entièrement le film Split lui-même, car il n'existe que pour faire naître le personnage de la bête, afin de livrer la vraie suite à Incassable qui sera Glass. Et toute la mise en scène de Shyamalan va en fait filmer cet entre-deux qu'est Split, le littéraliser. Split est un film bloqué entre deux films, et c'est ça qui est fascinant. Dans les couloirs d'ailleurs, seulement une lumière sur deux est allumée. C'est pas pour rien que le personnage vu de biais soit Hedwig, le seul qui peut prendre la lumière quand il veut. Un autre enfant qui peut tordre les règles à sa guise. I can wish myself into the light anytime I want. It's a special power. La première fois où il est vu, il n'est pas juste de biais, il est également dans un entre-deux, adossé au chambranle de la porte, entre la cellule des filles et cet autre entre-deux qui est la pièce qui fait l'intermédiaire entre elle et le monde extérieur. Cette pièce est également l'endroit où transitent les personnalités, puisqu'elles sont toutes présentes sur l'ordinateur et que c'est l'endroit principal où s'opèrent les premiers changements de personnalité de Kevin. Cette pièce est la métaphorisation de cet entre-deux, c'est l'endroit où Casey prend le temps de regarder les vidéos et de comprendre qui est vraiment la Horde, qu'elle trouve les clés de son esprit, littéralement sous le bonnet de Barry. Elle trouve les clés dans la tête de Kevin. Elle développe un lien extrêmement fort avec lui, une vraie empathie qu'il aura finalement pour elle aussi, en se rendant compte de leur lien. You are different from the rest. Your heart is pure. Lien qui sera extrêmement important dans Glass. La première fois que j'ai vu Glass, je trouvais un peu parachuté le fait que Casey soit l'alter ego de Kevin, comme David à son fils et Elijah à sa mère. Mais quand on creuse un peu, en fait c'est évident dans la mise en scène. Encore une fois, Split n'existe pas s'il n'est pas mis à la lumière d'Incassable et de Glass, en entre-deux. Ce serait un film totalement mineur, mais en fait il y a un lien absolu, une continuité de mise en scène. Et c'est ça qui est fascinant. Parce que comme David et Elijah étaient imbriqués comme le yin et le yang, on l'avait vu dans Incassable, Casey et Kevin sont construits de la même façon. Au départ, tout les oppose, mais ils vont se révéler l'un à l'autre au fur et à mesure du film. Le nom même de Casey, Casey, épelle les initiales de Kevin Crumb, KC, Casey. Il y a une porosité entre ces deux personnages, l'un sur l'autre. Ils vont tous les deux apprendre à se comprendre et à communiquer. Casey va peu à peu assimiler des parties de Kevin, comme elle partage sa souffrance. Elle se réveille ainsi en tenant une fleur jaune, le symbole de Kevin, puis à un autre moment, Dennis lui dira « You've got a crumb on your shirt. You've got... » Crumb étant son nom à lui. Et quand Hedwig lui demande un baiser, Shyamalan métaphorise le renversement psychologique de Casey. Il fait un raccord à 180 degrés. La caméra passe de l'autre côté. Il littéralise le lien entre Casey et la Horde qui se renforce. Et si avant cet événement, elle était filmée comme les autres filles, d'un côté ou de l'autre de cette pièce coupée en deux, après ce baiser, elle ne sera plus jamais filmée qu'au centre de la pièce, de la même façon que la Horde, elle occupe le centre du cadre. Elle devient le complémentaire de Kevin. Elle est coupée en deux lorsqu'elle regarde Hedwig à travers la porte. Et lui aussi est coupé en deux. Ils se complètent littéralement. La mise en scène va relier ces personnages. Ainsi, on avait déjà parlé du travelling compensé qui ouvrait le film, qui passait d'une focale longue à une focale courte sur Casey, ouvrant ainsi le champ derrière elle. Et on aura le même mouvement de caméra, mais inversé, lors de la première transformation de la bête dans le train. Un travelling compensé qui ferme le champ derrière elle, écrasant la perspective derrière lui. Casey et Kevin sont deux personnages cassés, mais chacun à son extrémité du spectre, la victime et le bourreau. La même figure des opposés que tout relie qui enterre Incassable. Casey est ainsi seul au milieu de tous, c'est le sens de ce plan, et Kevin est tous au milieu de personne. Pour faire face au monde, elle a choisi le repli sur elle-même, la solitude, alors que Kevin a choisi la démultiplication de lui-même. C'est un magnifique miroir inversé, encore le yin-yang. De toute façon, le film n'est qu'un gigantesque symbole. Tout se passe sous la ville, dans les tréfonds. C'est bien évidemment une métaphore du subconscient de Kevin, mais aussi celui de Casey, qui va y revivre les traumas de son enfance à travers les flashbacks. Les longs plans dans les souterrains sont évidemment les méandres du cerveau de mon protagoniste,
à l'instar des couloirs de l'hôtel Overlook dans Shining, dont le Steadicam de Kubrick explorait les boyaux comme une image du cerveau de Jack Torrance, où se passait finalement le film. Tout n'est que métaphore et image dans ce film. C'est le symbole de la fenêtre, le dessin de Hedwig, que Casey pensait être une vraie fenêtre. On prend l'image pour une réalité. Shyamalan dépeint en fait le mal de la société Instagram. L'image de la frontière va être également extrêmement présente. C'est le symbole de cette porte, toujours filmée de plein face, et la façon dont Shyamalan va compartimentaliser les espaces dans les sous-sols. Les espaces sont extrêmement délimités, par la mise en scène, mais aussi par la colorimétrie. La chambre et l'antichambre, par exemple, sont à deux opposés du spectre visuel, chaud-froid. Mais les espaces sont également morcelés dans les plans eux-mêmes, que ce soit ceux vus depuis l'embrasure de la porte, en verticale, ou depuis le casier, à l'horizontale. À travers tout ça, Shyamalan va métaphoriser ainsi le morcelé, le refoulé, le dessous, ce qui est caché, les tourments du quotidien que l'on refoule sous la surface. Comme Casey cache ses cicatrices sous ses vêtements qu'elle perd un par un. Au départ emmitouflé dans sa grosse chemise de bûcheron, qui symbolise évidemment l'emprise de son oncle, qu'on voit à chaque fois dans les bois en train de chasser. Le film fonctionne ainsi sur l'enfouissement, puis la révélation. Ainsi, les deux personnages ont des trajectoires ascendantes. Ils finissent tous deux en haut d'un escalier, comme David avait fini en haut de l'escalier dans Incassable. Mais même en haut de l'escalier, si la bête est révélée à elle-même, a atteint le stade surhomme, Kevin, lui, est enfoui à jamais, les autres personnalités n'étant plus que des reflets. Et même si Casey arrive à se révéler à elle-même, et arrive à se délester de son statut de victime, elle réussit enfin à appuyer sur la détente face à la bête. Le moment où elle charge son fusil est d'ailleurs vu de côté, encore un signe d'une révélation de soi. Et malgré ça, son destin, comme celui de Kevin, reste l'enfouissement. Si elle sort bien physiquement de cette prison en sous-sol, elle monte l'escalier pour sortir, une fois dehors, Shyamalan continue de l'enfermer en reflet dans les barreaux d'une fenêtre, puis dans la voiture de police dans un dernier plan séquence claustrophobique. Elle n'a malheureusement pas quitté sa prison. Elle a passé sa vie dans une cage. Elle passe du souterrain à la garde de son oncle qui la torture et la viole. Elle passe d'une geôle à l'autre. C'est absolument terrible. Le sol du zoo couvert de feuilles mortes fait ainsi écho aux scènes de la forêt dans ses flashbacks, deux endroits qui donnent une illusion de liberté, d'ouverture, mais qui cachent chacun une bête. C'est un éternel recommencement, rien n'a changé entre le début et la fin. Le film ouvrait ainsi sur un restaurant et termine dans un restaurant. Le premier flashback se passe d'ailleurs également dans un restaurant. Le plan qui précède ce flashback et le plan qui l'ouvre voit Casey dans la même position. Elle est figée dans le temps et dans les abus de ces deux bêtes. Ça fait écho à son ultime flashback, penché sur son père mort, où la balançoire est floutée, montrant la perte de son enfance, et où son oncle vient obscurcir peu à peu le plan comme une présence monstrueuse, presque animale, cet ours dont il parle dans un autre flashback. Il était d'ailleurs déjà associé à la bête dans les autres flashbacks. Au départ, juste une présence menaçante, une main qui donne de l'alcool au père de Casey pour endormir sa vigilance. Et il va prendre de plus en plus de place dans le plan, jusqu'à ce qu'on évince totalement le père de Casey des flashbacks. Le parallèle avec la bête est littéral, puisqu'il fait semblant d'être un animal pour pouvoir enlever ses vêtements et violer Casey. Son oncle et la bête se retrouvent donc tous deux torse nus. Et Casey est placé en tant que proie par la mise en scène, qui fait un parallèle entre le cerf mort, dans l'œil duquel se reflètent les chasseurs, et Casey, qui a elle aussi le prédateur en reflet dans son œil. Mais ce parallèle entre Casey et ce cerf mort, la proie, se poursuit tout au long du film. Que ce soit lorsque Patricia lui apporte le petit déjeuner, la dominant comme les trois chasseurs dominaient leur proie, ou encore lors de cet enchaînement de plans, qui relie directement le dessin d'Hedwig représentant la bête avec l'oncle de Casey, qui reprend cette position dominante du chasseur en contre-plongée. Au fur et à mesure, Casey tombe de plus en plus sur son emprise, comme Kevin tombe sous l'emprise de la bête. Kevin a le prédateur en lui, alors que Casey est victime d'un prédateur extérieur. C'est tout le symbolisme de la fin, où elle passe en fait devant tous ces animaux en cage, qui sont dans la tête de Kevin et qui le menacent. Mais c'est finalement le prédateur qui gagne. Dans un des plans de fin, on voit ainsi le lion, le prédateur triomphant, avec la lionne blessée à ses pieds. C'est une horrible fin, que je trouve abominablement angoissante. Et c'est très osé de finir un film comme ça de nos jours, je trouve. Tout le film est finalement extrêmement noir, sans aucune échappatoire, où les mots des personnages sont le produit de leur environnement. Shyamalan nous propose une inversion de la question du monstre, une analyse très dure de notre société. Claire invite ainsi Casey à son anniversaire pour ne pas la blesser, alors qu'elle la méprise, tout en disant « And I'm not a monster. »
Le monstre n'est pas Kevin, mais en fait l'individu lambda dans le film. Comme l'oncle de Casey qui réduit la vigilance de son frère avec de l'alcool afin de profiter de sa fille et d'abuser d'elle. Et finalement, Kevin lui aussi n'est que le produit d'une société qu'il a créée et qui n'a pas su l'aider. Que ce soit les services perpétrés par sa mère, jusqu'à la médecine qui ne croit même pas en son existence, qui la réfute. They said you can't have your own panel at the National Conference. They conceded, however, they can be part of the mood disorder panel. It's not a mood disorder. Oh, I'm aware of your beliefs, Karen. Well, were they open this time with the new evidence? Les pouvoirs de la bête sont d'ailleurs étrangement similaires à ceux des animaux du zoo. Encore une métaphore que Kevin est le produit de son environnement. La bête peut grimper sur les murs comme un lézard. Sa peau est aussi dure que celle d'un rhinocéros, c'est d'ailleurs dit dans les dialogues. How his skin is thick and tough like the hide of a rhinoceros? Elle casse les lumières dans le couloir, elle est donc nyctalope comme un félin. Elle se déplace à quatre pattes comme eux, et elle tord les barres de la cage de Casey comme un gorille. Une cage est d'ailleurs là où on enferme les animaux. Split pose ainsi la question du monstre qui sommeille en nous, et qui risque à tout moment de faire irruption dans cette société complètement aseptisée qui est la nôtre. Si on a dans tout le film une kyrielle de lignes de fuite dans les plans, que ce soit dans les couloirs, la grille, le train, les rails, la ruelle, le diner, partout, cette mise en perspective est finalement vue comme une stagnation. Malgré la perspective, on reste toujours au même endroit, on court sans but, emprisonné dans ces boyaux infinis des couloirs du souterrain, ou écrasé par le travelling compensé qui justement écrase toute perspective, fait disparaître ces lignes de fuite. Alors, j'aimerais m'attarder 30 secondes sur une succession de 3 plans qui pour moi résument en fait toutes les thématiques dont on vient de parler. On est dans le dernier tiers du film, à l'arrivée du Dr Fletcher chez Kevin. Ça commence par un plan très étrange, totalement décadré, où ils sont coupés à moitié. Ce plan m'avait un peu dérangé la première fois que j'ai vu le film, en mode « mais pourquoi ?» Le plan suivant est d'ailleurs tout aussi étrange, il n'a rien à faire dans cette succession de plans, c'est juste Casey, de face, 3 secondes. Et le dernier plan, le Dr Fletcher et Dennis qui marchent dans les souterrains. Une doctrine ésotérique millénaire sur laquelle on reviendra un jour nous dit en latin « quod est inferi, est sicut, quod est superius, quod est superius, est sicut, quod est inferius », que les anglophones ont traduit par le célèbre « as below, so above, as above, so below ». Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est exactement comme ce qui est en bas. Ce qui est en fait le propos du film, on vient de le voir, et qui est littéralisé par Shyamalan dans ces lignes de fuite entre ces deux plans, qui sont représentés en miroir parfait entre la surface et les profondeurs. Ce qui se passe dans l'antre de Kevin est le miroir de notre société au-dessus. We're very similar, you and I. Et évidemment, Casey est coincée entre ces deux plans, dans un entre-deux dans lequel elle a passé sa vie et que métaphorise le film. Tout passe par la mise en scène chez Shyamalan, comme chez Kubrick, et c'est ça qui est incroyable à décortiquer. Le film lui-même, à l'instar de son personnage, est fragmenté. Il semble changer de personnalité avec ses fondus au noir, comme Kevin change de personnalité. La narration est ainsi interrompue pour passer à d'autres personnages ou d'autres temporalités, de la même manière que les personnalités de Kevin prennent la lumière un à un, et sans savoir ce qu'ont fait les autres auparavant. Le film est ainsi interrompu par les flashbacks de Casey et l'univers montré par le Dr Fletcher. On a 3 grands axes, Casey, Kevin, Fletcher, qui luttent chacun pour reprendre le pas sur le récit. Le film est ainsi construit comme une lutte de chaque histoire pour prendre la lumière, à l'image de son personnage principal. Dès le début, le film souffre du même dédoublement de la personnalité que son personnage. Parce qu'il nous présente Dennis, qui joue le rôle de Barry, qui va voir sa psychiatre. Sans même nous avoir expliqué le syndrome dont souffre Kevin, Shyamalan nous jette dans le bain en nous montrant une personnalité dédoublée qui se fait passer pour une autre personnalité. Le film est en skise dès l'ouverture, c'est-à-dire en disjonction avec lui-même. C'est culotté de perdre à ce point son spectateur sur ce qu'on raconte, mais il le place finalement au même rang que ses personnages, perdus et en quête d'identité, le même thème qu'Incassable encore. Et on le verra, le même thème que dans Glass. La quête d'identité et le dédoublement de personnalité sont 2 grands thèmes des 2 films phares d'Alfred Hitchcock, Vertigo et Psychose, dont l'ombre se fait sentir sur tout le film. Petite alerte spoiler pour ces chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma que je vous encourage vivement à regarder si c'est pas déjà fait. Parlons d'abord Psychose, auquel le générique fait écho, ainsi que le syndrome de Kevin, qui est le même que celui de Norman Bates,
qui lui aussi discutait hors champ avec sa mère, comme Dennis discute hors champ avec Patricia. Please tell me it's not too late. The food is waiting. Please, Mother. No, I will not hide in the fruit cellar. Le générique est ainsi partagé en 24 morceaux, comme la psyché de Kevin. Cette métaphore de la schise, attention, différent de schizophrénie, la schise c'est la division de personnalité, la schizophrénie c'est complètement autre chose, cette métaphore donc de la schise est filée dans tout le film. C'est évident dans la cellule des filles, où l'écran est séparé par la barre du milieu, ou la grille du zoo. Tout est très symétrique dans la mise en scène de Shyamalan. On a également ces 3 filles kidnappées, comme on a les 3 entités indésirables de Kevin, Patricia, Dennis et Hedwig, qui veulent l'émergence de celle qui prendra le contrôle ultime. Si les entités veulent aboutir à une sorte de fusion, cette trajectoire est inverse par rapport aux 3 filles, qui seront séparées, splittées au fur et à mesure du film. Même visuellement, le film a tendance à être construit en face à face, avec des personnages très centrés qui regardent presque face caméra, qui se répondent l'un l'autre comme dans un miroir. Shyamalan brise les règles des champs contre champs pour filmer l'inversion. N'est pas monstre qui croyait l'être, on l'a déjà dit. Et cette inversion ne réside pas que dans les champs contre champs, mais aussi dans les enchaînements de plans qui passent souvent d'une plongée totale à une contre-plongée totale, comme dans cet enchaînement de plans qui se suivent l'un l'autre, ou encore dans celui-ci. Cette figure est reprise dans les flashbacks, qui commencent avec le chasseur dans la tente, qui guette sa proie qui est à l'extérieur, et qui sera inversée par Shyamalan plus tard, avec le prédateur qui guette sa proie qui est cette fois-ci à l'intérieur. Le mal n'est plus dehors, mais il vient vous chercher chez vous. Et cette inversion est dans l'écriture même du film, qui inverse le schéma des grands classiques de l'horreur, où normalement, le parangon étant Halloween, on ouvre le film par une scène vue sous la perspective du tueur, et on passe au fur et à mesure du film du point de vue de la Final Girl, la survivante. Ici, Split commence du point de vue de la survivante, et on bascule petit à petit vers l'histoire de Kevin et son point de vue, sur lequel le film finit d'ailleurs. Et si la survivante est normalement la plus pure dans les films d'horreur, la Vierge, dans Split, à nouveau une inversion, c'est la plus cassée qui survit. Ça c'était pour l'ombre de Psychose. Parlons maintenant Vertigo, qui est aussi un film qui met en scène une femme qui a 3 personnalités, Madeleine, Carlotta et Judy, même si elles sont fictives parce qu'elles sont mises en scène pour orchestrer un crime parfait. Le symbole de Vertigo était la spirale, dans laquelle se fait happer Scotty, le héros. La spirale de son vertige, figurée par le travelling compensé, qui a été inventé pour ce film, que Shyamalan utilise donc 2 fois dans Split, et la spirale donc de la manipulation des faits dont Scotty est témoin. Si cette spirale était déjà présente dans Incassable, on la retrouve également dans Split. Le Dr Fletcher est ainsi filmé dans la spirale de son escalier en plongée, écrasé par le plan, comme elle sera serrée dans la spirale des bras de la bête à la fin et glissera morte sur le sol. Elle est dans une spirale descendante, symbolisée par la plongée, alors que Kevin sera vu dans ces mêmes escaliers, mais exactement à l'inverse, en contre-plongée, car la bête va l'élever, transcender sa personnalité pour l'ériger en surhomme. Bon ou mauvais, c'est pas la question, c'est la transfiguration de l'être qui intéresse Shyamalan, exactement comme dans Incassable. Vertigo ne s'arrête pas là, car évidemment, vous aurez vu que la scène au musée est un hommage direct à Madeleine, contemplant le portrait de Carlotta, celle qu'elle s'imagine être, un bouquet de fleurs à la main. Bouquet qu'on retrouve d'ailleurs dans les mains de Dennis, qui le dépose sur les quais du train. Cette scène au musée avait déjà été reprise par Brian De Palma dans Pulsion, l'un des 5 films dont les intrigues sont directement calquées sur les films d'Hitchcock. Betty Buckley, d'ailleurs, qui joue le Dr Fletcher, est connue pour avoir débuté au cinéma, avoir eu son premier rôle dans Carrie, également un film de Brian De Palma. Son personnage rappelle aussi évidemment celui du Dr Loomis dans Halloween, encore un film tapi dans l'ombre de Psychose, où le Dr Loomis est finalement le seul à comprendre vraiment son patient Michael Myers, qui est l'essence du mal, à l'instar de la bête. Cette scène au musée est évidemment une image du Dr Fletcher contemplant les multiples personnalités de Kevin, comme les nombreuses baigneuses de ce tableau, qui fait d'ailleurs partie d'une très grande série de peintures de Cézanne ayant le même sujet, à nouveau une image des multiples personnalités. Et ce tableau est éclairé par la lumière, cette fameuse lumière qu'il faut prendre pour devenir la personnalité dominante. Et même la pièce dans laquelle elle se trouve évoque ce que dit Kevin sur cette pièce circulaire, où chacun attend sur une chaise son tour d'entrer dans la lumière. C'est d'une superbe figure de mise en scène. Bon, encore une fois, je pensais vous faire un épisode de 10 minutes pour vous préparer au prochain épisode où on va évidemment traiter Glass, mais comme d'hab, j'ai trouvé plein de trucs à dire, parce que Shyamalan, on aura beau dire ce qu'on veut, ça reste fascinant.
En tout cas, j'espère que je vous ai éclairé un peu plus sur ce film que je trouve anormalement décrié, et qui est vraiment pas si mal que ça, vous avez vu? Bon, c'est le moment où je vous demande de liker, commenter, vous abonner, tout ça, regarder les autres vidéos, mais s'il vous plaît, faites-le, ça m'encourage vraiment à continuer sur cette belle aventure dans laquelle je me suis lancé avec vous, mais qui demande une énergie folle. En tout cas, merci à tous, et à très vite pour la troisième et dernière partie de ce triptyque Shyamalanesque, avec classe.